Un soir du mois de mars, un jeune homme, plongé dans la plus noire mélancolie, se présenta à l'hôtel de la reine. En montant du port où il avait débarqué d'un navire anglais, il avait l'impression d'être la créature la plus malheureuse et la plus solitaire qui fût au monde. Il se disait qu'il n'avait personne à qui parler de sa détresse
s'agissait que de son propre sort. Aujourd'hui, il était célèbre. Sa vie se passait à la lumière d'un projecteur. Une centaine d'yeux étaient braqués sur lui. Son échec et son suicide seraient l'échec et le suicide d'un auteur de grand renom. Cette pensée lui donnait envie de vomir. Tous ses malheurs, cependant, n'étaient que secondaires à ses yeux, car en mettant même les choses au pire, il pourrait se livrer d'affaires, se tirer d'affaires dans le secours d'autres gens. Il n'avait pas pour eux une très haute estime, et il les verrait disparaître, public, amis, épouse, avec beaucoup moins de regrets qu'ils ne sauraient se le figurer eux-mêmes, pourvu qu'il pût rester l'ami de Dieu. Son ardent amour pour le Seigneur et la certitude que le Seigneur l'aimait en retour plus que ses autres créatures l'avaient soutenu au jour de la pauvreté et de l'adversité. Il avait été pénétré de reconnaissance quand s'en alla l'heure du succès, et quand il recommençait la richesse furent son partage, et quand la renommée et la richesse furent son partage. Il lui sembla que son bonheur consacrait et scellait son intimité avec Dieu et prenait ainsi, et seulement ainsi, sa valeur réelle. Maintenant, il comprenait que Dieu se détournait de lui. Du reste, puisqu'il n'était pas un grand artiste, pourquoi Dieu l'aurait-il aimé? Et comment se serait-il encore approché de Dieu pour implorer son secours, lui incapable du moindre trait d'esprit fulgurant ou de la moindre trouvaille spirituelle ou tragique? La terrible vérité s'imposait à lui. Privé de l'aide de Dieu, il ne valait pas mieux que le reste des hommes. Peut-être réussirait-il encore une fois à tromper le monde, mais il ne tromperait pas Dieu et il ne s'était jamais trompé lui-même. Il voyait clairement qu'il n'était plus aux yeux de Dieu que ce que le manuscrit qui pesait si lourd dans sa valise était à ses propres yeux une mascarade. Il était brouillé avec Dieu. Comment continuer à vivre? Ses pensées suivaient leur propre cours et lui apportaient de nouveaux motifs de souffrance. Il se rappela subitement le verdict sévère prononcé par son beau-père sur la littérature moderne. Le vieux monsieur s'était écrié en frappant la table de son poing. La caractéristique de ce temps est la superficialité. Tout ce qu'il produit manque de poids et n'a plus de profondeur. Quelle différence avec ton œuvre, mon cher ami. D'ordinaire, les opinions de son beau-père n'avaient guère d'importance pour le jeune auteur. Mais en cet instant de découragement complet, il restait anéanti au souvenir des paroles du vieux monsieur. Œuvre superficielle, c'était bien le mot dont le public et la critique stigmatiseraient ses écrits quand la vérité se ferait jour. Son livre les avait émus parce qu'il décrivait les souffrances des pauvres, mais s'il ne s'agissait que de les émouvoir, il aurait aussi bien pu décrire les souffrances des rois. Il avait parlé de la pauvreté naturellement et en connaissance de cause. Maintenant qu'il était riche, il n'avait plus rien à dire des pauvres et il n'avait plus envie non plus de s'occuper de leur sort. Superficiel, superficiel, ce mot ne cessait de résonner en lui comme un écho de ses plats dans la rue déserte. Tout en se livrant à ses tristes méditations, il se dirigeait lentement vers l'autel. La nuit était froide, un petit vent glacial lui soufflait au visage. Il leva les yeux vers le ciel et se dit qu'il allait pleuvoir. Ce malheureux jeune homme s'appelait Charlie Despard, mince et de frêle
pièce dans laquelle il entra était dans une demi-obscurité. Seul un bec de gaz au-dessus de la table de toilette projetait une faible lumière. Un parfum de violette flottait dans l'air. Laura avait sans doute acheté des fleurs à son intention et les lui offrirait quand elle se réveillerait en lui récitant quelques vers d'un poème. Charlie regarda autour de lui en se déchaussant et il se dit « Cette chambre, tapissée de bleu et garnie de rideaux rouges, a eu envers moi une attitude amicale. Je penserai toujours à elle avec amitié. » Lorsqu'il se fut mis au lit, il ne parvint pas à s'endormir. Une horloge du voisinage sonna les quarts à 2 ou 3 reprises. Charlie Desbarres avait sans doute perdu la faculté du sommeil et n'allait plus jamais le retrouver. Il pensa. Cet état de choses provient de ce que je suis déjà mort. Pour moi, il n'existe plus de différence entre la vie et la mort. Tout à coup, sans avertissement, car il n'avait pas entendu de bruit de pas dans le couloir, quelqu'un tourna doucement la poignée de la porte. Charlie avait fermé cette porte à clé après être entré, et quand la personne arrêtée dans le couloir s'en aperçut, elle attendit un moment puis essaya de rechef de tourner la poignée. Puis elle sembla y renoncer. Cependant, elle ne s'éloigna pas, mais tambourina quelques mesures d'une petite mélodie sur le ventail de la porte, puis répéta son entreprise. Le silence régna pendant quelques secondes, après quoi l'inconnu siffla un fragment de la même mélodie. Charlie eut peur que le bruit ne finît par réveiller sa femme. Il enfila donc sa robe de chambre et alla ouvrir la porte avec toutes les précautions possibles. Le couloir était plus éclairé que la chambre. Une lampe était suspendue au mur au-dessus de l'entrée. Un jeune homme blond et de haute taille était debout en face de Charlie. L'élégance de ses vêtements surprenait dans un hôtel comme l'hôtel de la reine. Il était en habit, son par-dessus jeté sur ses épaules ne cachait pas l'œil fixé dans sa boutonnière. Cette fleur rose et fraîche prenait un air romantique sur ce costume de soie noire et blanc. Et ce qui frappa Charlie, dès qu'il regarda l'inconnu, ce fut l'expression de son visage. Charlie n'avait jamais vu rien de pareil au ravissement, d'une douceur à la fois humble et extatique, qui brillait dans ses traits. Un ange venu du ciel n'aurait pu manifester joie plus délirante. L'écrivain qui le regardait subit quelques secondes, quelques instants à la contagion de ce bonheur. Puis il s'adressa à l'autre en français, car il tenait pour certain que le français était la langue maternelle de ce jeune Anversois distingué. Charlie parlait aussi très bien le français qu'il avait appris pendant son apprentissage chez un coiffeur français de Londres. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Ma femme dort, et je voudrais bien aussi qu'on me laissât dormir en paix. » Le jeune homme à l'œillet était visiblement aussi étonné, voire stupéfait, en voyant Charlie, que Charlie l'avait été en le voyant, mais la joie extraordinaire qui le transfigurait l'emplissait au point que son visage mit un certain temps à changer d'expression et à prendre celle d'un homme du monde bien élevé en face d'un de ses pareils. L'embarras cependant se fit pas tout à fait disparaître. La joie qui brillait dans ses yeux quand il répondit à Charlie. « Pardonnez-moi, je regrette infiniment de vous avoir dérangé.
se sentait en vérité près de la mort. Il cherchait à s'accrocher à une dernière planche de salut, essayant de retrouver dans les ténèbres quelques souvenirs des éloges les plus enthousiastes décernés à ses livres, mais il ne lui fallut pas une minute pour rejeter ses encouragements comme s'il le brûlait. C'était là précisément là que résidait la cause de sa damnation, dans les louanges des critiques, l'empressement des éditeurs, l'illusion du public et de sa propre épouse. Tous ces gens réclamaient des livres, et pour que leur volonté s'accomplisse, transformaient tout tranquillement un être vivant en un imprimé. Il s'était laissé séduire par les êtres les moins séduisants du monde entier, qui l'avaient obligé de vendre son âme pour un prix qui n'était qu'une expiation. Je mettrai l'inimitié, songeait-il, entre l'auteur et ses lecteurs, entre sa semence et leur semence. Ils t'écraseront la tête et tu les blesseras au talon. Pourquoi m'étonner que Dieu ait cessé de m'aimer, pensait-il. N'ai-je pas délibérément gâché les trésors qui appartiennent à Dieu, le clair de lune, la mer, l'herbe verte, l'amitié, l'amour, les combats, pour les mots qui les décrivent. Aujourd'hui, il n'avait plus qu'à s'asseoir dans une chambre et à écrire par centaines des mots et encore des mots pour être portés au nu par la critique. Et pendant ce temps, de l'autre côté du mur, le couloir menait vers la lumière qui illuminait le visage du jeune homme à l'œillet. Combien de temps était-il resté couché, plongé dans ses pensées? Charlie l'ignorait. Peut-être avait-il pleuré, pourtant ses yeux étaient secs. Il finit par s'endormir brusquement. Son sommeil ne dura que quelques minutes. En se réveillant, il avait repris tout son calme et son esprit de décision. Il résolut de s'en aller pour sauver son âme et trouver ce bonheur qui existait en ce monde. Il en était certain à présent. Sa première démarche consisterait à descendre au port et à se mettre en quête d'un bateau qui pût l'emmener. La seule idée de ce bateau le tranquillisa. Il resta au lit 1 heure encore, puis se leva et s'habilla. Ce faisant, il se demandait quelle opinion le jeune homme à l'œillet avait bien pu avoir de lui, et il se dit: il a certainement pensé: oh, le pauvre petit bonhomme à la robe de chambre verte. Charlie fit sa valise en silence. Il avait eu l'intention de laisser les manuscrits dans la chambre, mais il se ravisa et l'emporta pour le jeter dans la mer et être témoin de sa destruction. Au moment de franchir le seuil, il pensa qu'il serait bien peu courtois de ne pas adresser une parole d'adieu à sa femme endormie. Mais que dire? Il finit par écrire sur une feuille de son manuscrit: je pars, pardonne-moi si tu le peux, et il s'en alla. Dans la loge, le portier somnolait sur son journal. Je ne verrai plus jamais cet homme, se dit Charlie. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Le vent s'était calmé, il pleuvait. La pluie chuchotait et murmurait tout autour du promeneur nocturne. Il ôta son chapeau en quelques secondes
sa valise à la main et ses regards fixés sur les flots. Ils étaient profonds et sombres. Les reflets des réverbères jouaient dans les vagues tels de petits serpents. La première impression de Charlie fut que cette eau était salée. La pluie descendait sur lui d'en haut. L'eau salée venait à sa rencontre d'en bas. Les choses étaient telles qu'il devait être, et il resta longtemps à contempler les bateaux. L'un d'eux allait l'emporter. Les coques s'estompaient, gigantesques dans la nuit pluvieuse. Leur ventre recelait des choses mystérieuses. Elles étaient grosses, de toutes sortes de possibilités, porteuses de destins inconnus. Combien ces vaisseaux entourés d'eau de tous côtés lui étaient supérieurs. Ils flottaient. La mer salée les menait partout où il leur plaisait d'aller. En les contemplant, il sentait un courant de sympathie venir à lui de ces énormes masses. Mais elles étaient chargées d'un message à son adresse. Mais au commencement, il ne comprit pas ce message, et puis il trouva le mot juste dont il fallait qualifier la nature de ces bateaux. C'était superficiel. Ils restaient à la surface de l'eau. C'est en cela que résidait leur puissance. Le danger pour un bateau, c'est d'aller au fond des choses d'échouer. Les vaisseaux sont creux, c'est le secret de leur existence. Les plus grandes profondeurs sont à leur service tant qu'ils restent creux. À cette pensée, un flot de bonheur envahit le cœur de Charlie. Il se mit à rire dans la nuit. Mes amis, se disent-ils, j'aurais dû venir vous trouver il y a longtemps. Oh voyageurs magnifiques, voyageurs en surface, voyageurs courageux, qui triomphaient des abîmes, je vous serai reconnaissant pendant ma vie entière. Dieu vous maintienne à flot, au vaisseau, mes frères, que Dieu nous conserve notre pouvoir de rester superficiel, de rester à la surface des choses. Charlie était transpercé par la pluie, ses cheveux et son manteau luisaient dont ils étaient mouillés. Et maintenant, se dit-il, je tiendrai ma langue. Trop d'amour remplit ma vie. Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai tant parlé. Ce n'est qu'en arrivant ici et que j'ai gardé le silence, tandis que la nuit ruisselait autour de moi, que la vérité des choses m'est apparue. Dorénavant, je ne parlerai plus, mais j'écouterai ce que les marins me diront, ces gens familiers avec les vaisseaux qui flottent et qui ne cherchent pas à connaître le fond des choses. J'irai jusqu'au bout du monde en me taisant. À peine avait-il pris cette décision qu'un homme vint vers lui et lui demanda « Cherchez-vous un bateau pour vous embarquer ?» Ce doit être un marin, pensa Charlie. Il a tout à fait l'air d'un singe bienveillant. C'était un homme trapu
Il faillit dire à la suite d'un vœu, mais il se ravisa à la suite à Paris. Il y avait un vieux bonhomme sur un bateau. C'est soit dit en passant un de mes oncles. Il lui paria que je ne pourrais pas me passer d'alcool pendant une année, mais si je gagnais le pari, son vaisseau serait à moi. Vous en êtes-vous abstenu demanda le capitaine. Oui, pardieu, dit Charlie. J'ai refusé un verre d'alcool il n'y a pas 12 heures, et si mes paroles vous font croire que je suis saoul, je ne suis que de l'odeur de la mer. Le second maître posa une autre question. L'homme qui a fait avec vous ce pari était-il petit avec un gros ventre et borgne par-dessus le marché? Mais oui, c'est mon oncle, s'écria Charlie. En ce cas, je l'ai rencontré, dit le second, en me rendant à Rio, et il m'a offert le même pari, mais je n'ai pas voulu l'accepter. On aborda les consommations, et Charlie emplit les verres. Il roula une cigarette et se délecta de l'arôme du rhum, de la tiédeur confortable de la salle et du parfum du tabac. À la faible lumière de la suspension, les trois visages de ses nouvelles connaissances apparaissaient rouges et joyeux, et Charlie se sentait heureux et fier en leur compagnie. Il pensait à part soi, comment ils s'en savent plus long que moi. Il était lui-même très pâle, comme à chaque émotion. J'espère que le café te fera du bien, dit le capitaine. Tu as l'air d'avoir la fièvre. Ce n'est pas la fièvre qui me tourmente, mais je viens d'avoir un grand chagrin. Les autres prirent des airs apitoyés et lui demandèrent quel était son chagrin. Je vous le dirai, répondit Charlie. Il vaut certainement mieux en parler que de le cacher, bien que j'ai été persuadée du contraire il y a peu de temps encore. Je possédais un singe apprivoisé que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Charlie. Je l'avais acheté jadis à une vieille femme qui avait une maison close à Hong Kong. Nous avions dû, elle et moi, le faire sortir en fraude de chez elle à l'heure creuse de midi. Sinon les filles nous auraient tués. Elle ne voulait pas s'en séparer, car il était pour elle un véritable frère. Pour moi aussi, il a été un véritable frère. Il connaissait toutes mes pensées et ne me quittait jamais. Il avait appris à faire toutes sortes de tours avant de vivre avec moi, et il en a pris encore davantage chez moi. Mais quand nous sommes rentrés en Angleterre, il n'a pas pu s'habituer à la nourriture anglaise et encore moins au dimanche anglais. Aussi est-il tombé malade. Son état de santé n'a cessé de s'aggraver. Un lundi, il est mort. Voilà qui est fâcheux, dit le capitaine avec sympathie. Charlie reprit. Oh oui, c'est bien triste, surtout quand il s'agit du seul être au monde que l'on aime, que cet être est un singe et qu'il est mort. Le lieutenant, avant l'arrivée de Charlie et de ses compagnons, avait raconté au second une histoire qu'il répéta aux nouveaux arrivés. C'était une triste histoire. Ce lieutenant avait quitté Buenos Aires avec une cargaison de laine. Au bout de 5 jours de navigation dans le détroit, le bateau avait pris feu et l'équipage, après avoir lutté toute la nuit contre l'incendie, s'était embarqué au matin dans les canots de sauvetage et avait abandonné le navire. Malgré de graves brûlures aux mains, le subbricargue avait ramé pendant 3 jours et 3 nuits, de sorte que lorsqu'un grand vapeur vint au secours des naufragés, l'enflure des mains était telle que la chair s'était collée aux rames et que jamais plus le subbricargue n'avait pu redresser 3 doigts de sa main droite. Alors, dit-il, je suis resté à contempler cette main, et j'ai juré solennellement que le diable n'avait qu'à se saisir de moi et me garder si jamais, en retrouvant la terre ferme, je reprenais la mer. Les autres marins hochèrent gravement la tête à ce récit et l'interrogèrent sur
heures durant n'osant pas quitter son poste. À ce moment-là, moi aussi j'ai juré, conclut-il, de ne jamais remettre le pied sur un navire. En écoutant les autres, Charlie pensait: ces hommes sont des gens raisonnables et savent de quoi ils parlent. Car ceux qui voyagent pour leur plaisir, quand la mer est calme et n'a pour eux que sourire, ne connaissent rien à l'amour quand ils déclarent qu'ils aiment la mer. Ce sont les marins qui ont été battus et maltraités par la mer, qui l'ont maudite et envoyée au diable, qui sont ses véritables adorateurs. La même loi s'applique sans doute aux relations entre mari et femme. Il faut que je m'instruise auprès de ces hommes et qu'ils m'apprennent la sagesse, car je ne suis qu'un enfant comparé à eux. L'attention silencieuse de Charlie révélait aux trois marins le respect et l'étonnement qu'il éprouvait à les entendre. Ils le prenaient pour un étudiant et se sentaient tout contents de lui faire part de leurs expériences. Ils trouvaient aussi que Charlie était un bon amphitryon, car il ne cessait de remplir leurs verres, et chaque fois qu'ils avaient vidé une bouteille, il en commandait une autre. Pour les remercier de leurs histoires, Charlie leur chanta des chansons. Il avait une voix mélodieuse qui ce soir-là lui fit plaisir à lui-même, car depuis longtemps il ne chantait plus. L'atmosphère devint très amicale. Le capitaine lui tapa sur l'épaule et dit qu'il était un garçon épatant et devait se faire marin. Mais lorsqu'un peu plus tard le capitaine se mit à parler avec émotion de sa femme et de ses enfants, dont il venait de se séparer, et que le second raconta fièrement à la société que deux serveuses de brasserie d'Anvers avaient eu des jumelles au cours des 3 derniers mois, des roussottes comme leur père, Charlie se rappela sa femme à lui et se sentit mal à l'aise. Ces marins, se dit-il, paraissent savoir comment se comporter avec leurs femmes. Sans doute n'y en a-t-il pas un seul d'entre eux qui ait assez peur de sa femme pour s'enfuir loin d'elle en pleine nuit. S'ils savaient ce que j'ai fait, ils me jugeraient plus sévèrement. Les marins l'avaient cru bien plus jeune qu'il n'était, de sorte qu'en leur compagnie il se sentait très jeune. Sa femme aussi avait pour lui plutôt les sentiments d'une mère que ceux d'une épouse. Sa vraie mère, bien qu'elle eût été une commerçante respectable, avait quelques gouttes de sang romain Michel dans les veines, et jamais les décisions brusques de son fils ne lui avaient causé la moindre surprise. En vérité, pensait-il, elle restait à la surface des flots et nageait sur l'eau telle une oie majestueuse, pesante et sombre. Si ce soir il avait pu la rejoindre et lui raconter qu'il avait résolu de partir en mer, cette résolution aurait bien pu lui faire plaisir et exciter son imagination. La fierté et la reconnaissance qui lui emplissaient toujours le cœur à la pensée de la vieille femme se reportèrent, pendant qu'il buvait sa dernière goutte de café, sur la femme jeune qu'il avait épousée. Laura le comprendrait, le soutiendrait. Il resta quelques minutes à réfléchir. L'expérience lui avait appris à être prudent lorsqu'il s'agissait de Laura. Auparavant déjà, par une singulière illusion d'optique ou par aveuglement, il avait eu le dessous dans ses rapports avec elle. Éloigné d'elle, il voyait dans sa femme un véritable ange gardien, dont la sympathie et le soutien lui étaient assurés. Mais lorsqu'il se retrouvait en présence de Laura, il découvrait avec effroi qu'elle était pour lui une étrangère, qui lui rendait l'existence difficile. Cependant, cette nuit, toutes ces considérations avaient perdu leur actualité. N'était-il pas à l'abri? N'est-ce pas à lui qu'appartenait le pouvoir? Il avait pour lui la mer et les navires, et devant lui se dressait le jeune homme à l'œillet. Des visions grandioses
de ses enfants. Il sentait jaillir en lui une telle puissance que l'aura prit pour lui un aspect pathétique, réclamant son aide et sa pitié. Il la revoyait dans l'attitude passive et calme du sommeil. Sa candeur, son ignorance du monde lui serrait le cœur. Tout à coup, il rougit au souvenir de la lettre qu'il lui avait écrite. Il s'en irait le cœur plus léger s'il lui avait expliqué pourquoi il lui fallait partir. Au foyer, se disait-il, où est ton aiguillon? Vie conjugale, où est ta victoire? Tout à sa méditation, il regardait la table où s'était répandu un peu de café. S'apercevant que Charlie n'écoutait plus, les marins finirent par se taire. Le silence qui régnait autour de lui tira Charlie de sa rêverie. Il sourit à ses compagnons et dit « Je vais vous raconter une histoire avant que nous rentrions chez nous, une histoire bleue. » Il y avait une fois un Anglais immensément riche qui avait vécu à la cour et avait été un des conseillers de la reine. Devenu vieux, il ne s'intéressait plus à rien qu'à sa collection de porcelaine de Chine bleue. Pour enrichir cette collection, il voyagea en Perse, au Japon, en Chine. Sa fille, Lady Helena, l'accompagnait partout. En traversant la mer de Chine, son navire prit feu par une nuit calme et tout le monde courait au canot de sauvetage, abandonnant le bâtiment qui brûlait. Dans l'obscurité, par suite de la confusion générale, le vieux Peter fut séparé de sa fille. Lady Helena monta tardivement sur le pont et trouva le bateau vide. Au dernier moment, un jeune marin anglais prit avec lui la jeune femme sur un canot oublié. Les deux rescapés croyaient voir la mer en flammes autour d'eux par suite de la phosphorescence, et en levant les yeux, ils aperçurent dans le ciel une étoile filante qui parut vouloir tomber dans leur barque. Ils voguèrent pendant 9 jours, après lesquels un bateau marchand néerlandais les aperçut et les ramena en Angleterre. Le vieux lord avait cru sa fille morte. Il pleura de joie en la revoyant et l'emmena immédiatement dans une ville d'eau élégante pour qu'elle puisse remettre des épreuves par lesquelles elle venait de passer. Puis, supposant que Lady Helena serait fort ennuyée qu'un jeune matelot de la marine marchande vint raconter qu'il avait passé 9 jours sur l'océan seul avec la fille d'un père d'Angleterre, il versa une forte somme au garçon en lui faisant promettre d'aller naviguer dans l'autre hémisphère et de ne jamais revenir, car ajouta le vieux lord, quel avantage pourriez-vous tirer de ne pas m'obéir? Lorsque Lady Helena fut tout à fait remise et qu'on lui apprit les nouvelles de la cour et de sa famille, on lui raconta aussi que le jeune marin avait été expédié aux antipodes pour ne jamais revenir. Mais la fille du lord parut avoir l'esprit un peu dérangé après tant de souffrances. Rien au monde ne l'intéressait plus. Elle ne voulut pas revoir le château et le parc de son père, ni paraître à la cour, ni se rendre dans quelque ville du continent où l'on menait joyeuse vie. Son unique préoccupation dorénavant consista à faire collection de porcelaine chinoise bleue, comme avait fait son père. Aussi se mit-elle à voyager d'un pays à l'autre, et son père l'accompagna. Au cours de ses recherches, elle racontait à ceux auxquels elle avait affaire qu'elle était en quête d'une porcelaine d'un bleu spécial et qu'elle la paierait n'importe quel prix. Mais bien qu'elle achetât des centaines de vases et de coupes, elle les mettait de côté au bout de peu de temps en disant « Hélas, hélas, ce n'est pas le bleu que je désire. » Le père, après avoir voyagé pendant plusieurs années, insinua que la couleur qu'elle cherchait n'existait peut-être pas.
cette façon que navigue ce navire. Il est comme l'ombre du mien, et je l'attire à ma suite où que j'aille, comme la lune attire la marée à travers toute la terre. Si je cessais de naviguer, que feraient ces pauvres marins qui gagnent leur pain au service de la marine marchande? Je vais vous confier un secret. À la fin, mon bateau s'enfoncera jusqu'au centre de la terre, et à la même heure, l'autre navire s'enfoncera également. Les gens appellent cela sombrer, mais je vous certifie que dans la mer, il n'y a ni haut ni bas. C'est là, au centre du monde, que nous nous rencontrerons. Les années passèrent, le vieux lord mourut, Helena vieillit aussi et devint sourde, mais elle continua de naviguer. Un jour, après le pillage du palais d'été de l'empereur de Chine, un matelot apporta à la voyageuse un vase bleu datant de plusieurs siècles. À l'instant même où elle l'aperçut, Lady Helena poussa un cri terrible. « La voilà !» s'écria-t-elle. « Enfin, je l'ai trouvée. C'est la véritable couleur bleue. Oh, que cette vue me soulage le cœur. La brise n'est pas plus fraîche, nul secret n'est plus profond, aucune plénitude ne lui est comparable. » De ses mains tremblantes, Lady Helena pressa le vase contre son cœur et elle resta 6 heures à le contempler en extase. Puis elle se tourna vers son médecin, vers sa dame de compagnie en disant « Maintenant je peux mourir, et quand je serai morte, ôtez mon cœur de ma poitrine et déposez-le dans ce vase bleu, car alors les choses seront de nouveau ce qu'elles ont été jadis. Autour de moi tout sera bleu, et mon cœur sera libre et pur comme les eaux qui chantent, comme les gouttelettes qui tombent des avirons. » Un peu plus tard, Lady Helena demanda à ses compagnons « N'est-ce pas délicieux de penser que pourvu qu'on l'attende avec patience, tout ce qui a été autrefois revient à la vie ?» La vieille dame mourut peu après. À la croix du midi, il était temps de lever la séance. Les 3 marins serrèrent la main de Charlie et le remercièrent pour son rhum et son histoire. Charlie leur souhaita d'heureux voyage à tous. Le capitaine lui tendit la valise où se trouvait le manuscrit en disant « Tu allais oublier ton bien. »« Non, non, fit Charlie, je pensais te laisser cette valise jusqu'à ce que nous fassions une traversée ensemble. » Le capitaine regarda les initiales que portait la valise. « C'est une lourde valise, opina-t-il. Renferme-t-elle des objets de valeur? Elle est lourde en effet, mais c'est bien la dernière fois. La prochaine fois, elle sera vide. » Et avant de prendre congé du capitaine, Charlie nota le nom de son navire. Quand il se retrouva dans la rue, il fut tout étonné de constater que le jour pointait déjà. La longue file des réverbères projetait une lueur mélancolique dans la grisaille matinale. Une jeune fille mince, aux grands yeux noirs, qui n'avait cessé de passer et de repasser devant l'auberge, aborda Charlie et, comme il ne répondait pas, réitéra son invitation en anglais. Charlie pensait en la regardant. Cette fille aussi fait partie intégrante des bateaux, tout autant que le varech et les coquillages fixés à la quille. Par elle, plus d'un brave marin, épargné par la mer, s'est noyé. Mais elle ne coulera pas à pic, et si je l'accompagne maintenant, je ne serai pas en danger pour autant. Il fouilla dans sa poche et n'y trouva plus qu'1 franc. « Veux-tu me donner ce qui vaudra 1 franc ?» dit-il. Elle le considéra sans rien dire, et son visage n'eut pas un tressaillement quand il lui prit la main, ôta le vieux gant et appuya ses lèvres sur la peau rugueuse et molle comme une peau de poisson. Puis il posa la pièce de monnaie sur la paume de la
la jeune fille et s'en alla. Pour la troisième fois, il longea la rue entre le port et l'hôtel de la reine. La ville s'éveillait et Charlie rencontra quelques passants. Les fenêtres de l'hôtel étaient éclairées, mais il n'y avait personne dans le vestibule quand Charlie y entra. Il était sur le point de monter dans sa chambre lorsqu'à travers une porte vitrée, il vit sa femme assise dans une petite salle à manger qui ouvrait sur le vestibule. Il entra dans cette pièce. Le visage de sa femme s'éclaira à sa vue. « Ah, te voilà !» s'écria-t-elle. Il baissa la tête et s'apprêtait à lui baiser la main quand elle dit « Pourquoi arrives-tu si tard ?»« Si tard ?» dit-il, étonné par cette question car il avait tout à fait oublié le temps. Il jeta un coup d'œil sur la pendule placée sur la cheminée et fit observer « Mais il n'est que 7h30. » « C'est vrai, mais je t'attendais plus tôt. Je me suis levée pour être prête à ton arrivée. » Charlie s'assit à côté de Laura, près de la table, sans répondre. Est-il possible, se disait-il, qu'il ait assez de force de caractère pour m'accueillir de cette façon? Il lui demanda « Veux-tu une tasse de café ?»« Non, merci, j'en ai bu déjà. » Il promena ses regards dans la pièce, bien qu'il fît à peu près jour et qu'on eût ouvert les volets. Les lampes à gaz brûlaient encore, ce qui par suite de la pauvreté de sa jeunesse lui avait toujours paru un grand luxe. La lueur du feu dans la cheminée faisait briller par endroits le tapis de Bruxelles un peu usé et le velours rouge des chaises. Laura mangeait un œuf. Quand Charlie était petit, on lui donnait un œuf le dimanche matin. Tout dans la salle à manger. La bonne odeur du café et du pain frais, la nappe blanche, la cafetière de métal étincelant prenait un air dominical. Charlie regarda Laura. Elle portait sa robe de voyage en tissu gris. Son chapeau était posé à côté d'elle et ses cheveux dorés entourés d'une résille luisaient à la clarté de la lampe. Elle avait un éclat personnel, une pureté émanait d'elle, et elle semblait définitivement installée sur le canapé, seul objet fixe dans un monde agité. Une comparaison s'imposa à Charlie. Elle est pareille à un phare solide et majestueux qui projette sa douce lumière aux alentours. Il dit à tous les navires « Éloignez-vous, car là où se dresse le phare, il y a des hauts fonds ou des rochers. La mort guette tout objet flottant qui s'en approche. » Arrivé à ce point de ses réflexions, Charlie leva les yeux et il croisa le regard de Laura. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle. Il résolut d'être tout à fait honnête vis-à-vis d'elle, de tout lui avouer. Aussi dit-il lentement « Je pense que tu es, dans ma vie, comparable à un phare, une lumière persistante qui m'indique la voie à suivre. » Elle le regarda, puis détourna les yeux qui se remplirent de larmes. Il eut peur de la voir éclater en sanglots, alors même qu'elle avait été si brave jusqu'à présent, et il ajouta « Allons dans notre chambre. L'explication serait plus facile en tête-à-tête. » Ils montèrent ensemble, et l'escalier si long à escalader la nuit précédente lui parut si facile que Laura s'écria « Mais tu montes trop! Voilà notre palier. » Elle le précéda dans le couloir et ouvrit la porte de la chambre. La première observation qu'il fit, c'est que l'air ne sentait plus la violette. Laura aurait-elle de colère jeté les fleurs, ou bien s'était-elle toute fanée après son départ? La jeune femme s'approcha de lui et appuya sa tête contre l'épaule de son mari. L'image qu'il aperçut par-dessus ses cheveux blonds enfermés dans la résille lui coupa la parole, car la table de toilette
boîte sur laquelle, la nuit précédente, il avait déposé la lettre à Laura avait changé de place, et il en était de même du lit. Dans un angle de la chambre se trouvait une psyché qui n'y était pas auparavant. Cette chambre n'était pas la sienne. D'un coup d'œil, Charlie remarqua encore d'autres détails. Il n'y avait plus de baldaquin au-dessus du lit, mais une gravure représentant la famille royale belge ornait le mur, et Charlie n'avait jamais vu cette gravure. « As-tu dormi dans cette chambre ?» dit-il. « Oui, mais très mal. J'étais tourmentée de ne pas te voir arriver, et je craignais que tu n'aies une mauvaise traversée. Et personne n'est venu te déranger. » « Mais non, ma porte était fermée à clé et je crois que cet hôtel est très tranquille. » Charlie considérait de l'œil expert d'un romancier les événements de la veille au soir. Il l'émouvait autant que s'il les avait racontés dans un de ses propres livres. « Dieu tout-puissant, dit-il du fond de son cœur en poussant un grand soupir, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les courts récits que tu crées dépassent ceux que nous créons. » Il repassa par la pensée tous les détails de son aventure comme un mathématicien établit ses équations. Tout d'abord, il se rappela avec une douceur comparable au goût du miel le visage à la fois nostalgique et triomphant du jeune homme à l'œillet. Puis, comme si une main de fer lui saisit à la gorge, il se représenta, presque avec le même plaisir, la terreur de la femme couchée, les battements du cœur sous le jeune sein. Pour un peu, il aurait cru que c'était lui dont le cœur avait battu ainsi. Hélas, la pauvre jeune créature qui errait sur les sentiers défendus n'avait pas osé tirer le cordon de sonnette au-dessus de son lit, car pour elle, mieux valait mourir que trahir son amant et révéler le rendez-vous. Elle était d'un naturel timide, et les amoureux avaient décidé de ne pas fermer la porte à clé à une heure déterminée, afin qu'elle ne fût pas obligée de se lever pour ouvrir au jeune homme à l'œillet. Elle s'était montrée vraiment héroïque à l'heure du péril. Si l'inconnu muet et terrible qui était entré chez elle avait l'intention de l'étrangler dans son lit, elle serait morte sans un cri, sans un mot. Elle avait dû frissonner d'horreur et de dégoût sur ce lit où elle avait sans doute tremblé de bonheur. Elle avait dû appeler au secours Eros et Vénus, les suppliant de la sauver. Et quand plus tard Charlie était parti, et parti également le jeune homme à l'œillet, elle avait certainement remercié les divinités de l'amour d'avoir préservé sa vie et son honneur, même au prix de cette heure qui signifiait plus que la vie et l'honneur pour elle, et qui maintenant ne reviendrait jamais. Charlie restait silencieux, absorbé dans cette évocation, mais sur son visage épanouissait un tel sourire de ravissement et de joie que Laura, dont la tête restait appuyée contre son épaule, se redressa pour lui demander avec surprise « À quoi donc penses-tu » Charlie lui prit la main. Ses yeux brillaient toujours d'un éclat radieux quand il répondit lentement « Je pense au jardin d'Éden et au chérubin à l'épée flamboyante. » « Non, » se reprit-il, « je pense à Héros et Léandre, à Roméo et Juliette, à Thésée et Ariane, et aussi au Minotaure. As-tu jamais essayé, ma chérie, de deviner ce que pouvait bien éprouver le Minotaure en l'occurrence ?» Tu vas donc écrire une histoire d'amour en troubadour, dit Laura en lui souriant aussi. Il ne répondit pas tout de suite, mais il abandonna la main de sa femme et après quelques instants, il prononça ces mots. « Que
jaillissait de tous côtés. Il se disait confusément que cette clarté provenait aussi de son propre phare à lui. Mais la veille, la lumière rayonnait vers l'extérieur, s'irradiant sur l'infini de ce monde, tandis qu'en ce moment, elle était centrée sur la chambre de l'hôtel de la reine. Elle était très brillante. Il parut à Charlie qu'elle lui permettait de se voir lui-même tel que Dieu le voyait. Et cette épreuve de force l'obligeait à s'appuyer à la table pour ne pas perdre l'équilibre, tandis que s'engageait le dialogue entre le Seigneur et lui. Le Seigneur dit: « Ta femme t'a demandé à 2 reprises si tu allais écrire un roman d'amour. Crois-tu que c'est vraiment ce que tu vas faire ?» « Oui, c'est plus que probable, dit Charlie. Ce roman sera-t-il une histoire pleine de charme qui émeut toujours le cœur des jeunes amants? Je le pense, dit Charlie. En es-tu satisfait? Oh Seigneur, pourquoi m'interroges-tu? S'écria Charlie. Comment puis-je te répondre? Ne suis-je pas un être humain? Et puis-je écrire une histoire d'amour sans aspirer à cet amour qui brûle, qui caresse, qui tend les bras, sans éprouver le désir passionné de serrer contre ma poitrine le corps frémissant d'une jeune femme? Je t'ai donné tout cela hier soir, dit le Seigneur, et c'est toi qui as sauté hors du lit pour mettre entre cette femme et toi le monde entier. Je le sais bien, dit Charlie. As-tu regardé alors, Seigneur, et as-tu été satisfait de cette situation tragique? M'obligeras-tu à être pour toujours celui qui a couché avec la maîtresse du jeune homme à l'œillet? Et dis-moi, qu'est-il donc advenu d'elle? Pourra-t-elle jamais lui expliquer comment se sont passées les choses et quel était celui qui est parti après lui avoir écrit « Je m'en vais, pardonne-moi si tu le peux ». Oui, dit le Seigneur. Alors dis-moi pendant que nous y sommes, si je suis condamnée, moi qui chante la beauté des jeunes femmes, à ne recevoir de celles qui vivent sur cette terre aucun don valant plus d'1 franc, et jamais rien de plus. Oui, dit le Seigneur, et tu t'en contenteras. Charlie fit avec son doigt un dessin sur la table, mais il ne dit rien. L'entretien semblait terminé, mais le Seigneur reprit. Qu'est-ce qui a créé les bateaux, Charlie? Je n'en sais rien. Est-ce toi, Seigneur? Bien sûr que c'est moi. J'ai créé les bateaux sur leur quai. J'ai créé tout ce qui flotte sur l'eau, tout ce qui vole dans les airs, la lune qui vogue dans le ciel, les étoiles qui se meuvent dans l'univers. J'ai créé la marée, les générations qui changent. J'ai créé les modes et les coutumes. Tu me fais rire, Charlie, car je t'ai donné le monde entier pour que tu puisses y naviguer et rester à la surface de l'eau. Et te voilà, échouant dans une chambre de l'hôtel de la reine pour entamer une querelle avec moi. Écoute-moi donc, je veux établir un contrat entre toi et moi. Je ne t'exposerai pas à plus d'épreuves qu'il ne t'en faut pour pouvoir écrire tes livres. Vraiment, dit Charlie. Qu'as-tu dit? Demanda le Seigneur. En désires-tu un peu moins? Je n'ai rien dit, répondit Charlie. Mais il faut que tu écrives ces livres, car c'est moi qui le veux. Ce n'est pas le public et encore moins les critiques. C'est moi. Moi. Puis-je en être sûr? Demanda Charlie. Tu n'en seras pas toujours sûr. Pas constamment. Mais en ce moment, il en est ainsi. Que cela te suffise. Oh mon Dieu, dit Charlie. Me remercieras-tu maintenant de ce que j'ai fait pour toi cette nuit? Je pense, dit Charlie, que nous allons laisser les choses au point où elles sont et non plus parler. Laura alla rouvrir la fenêtre. L'air froid du matin pénétra dans la pièce en même temps que le bruit des voitures dans la rue. Les voix humaines, le cœur joyeux des moineaux, sans compter l'odeur de la fumée et du crottin de cheval.
Charlie eut pris faim et que les paroles échangées restaient si vivantes pour lui qu'il aurait pu les transcrire littéralement, il alla à la fenêtre et regarda au dehors. La ville grise prenait des teintes délicates à la lumière matinale. Un faible rayon de soleil semblait vouloir percer la brume. Les gens sortaient de leur demeure. Une jeune fille en pantoufles, portant un châle bleu, courait sur le trottoir. L'omnibus de l'hôtel, attelé d'un cheval blanc, stationnait à la porte et le portier aidait les voyageurs à en descendre et emportait leurs bagages. Charlie plongea ses regards dans la rue qui se trouvait très bas en dessous de lui. Il y a pourtant une chose, pensa-t-il, au sujet de laquelle je veux remercier Dieu. Il a empêché que je m'empare de ce qui appartenait à mon frère, le jeune homme à l'œillet. Son bien était à ma portée, mais je n'y ai pas touché. Il resta un moment à la fenêtre et vit partir l'omnibus. Où donc, se disait-il, est à présent parmi toutes ces maisons et dans cette matinée grisâtre le jeune homme de la nuit dernière? Oh, ce jeune homme, murmura Charlie. Oh, le pauvre jeune homme à l'œillet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.